Amis de la littérature, bonjour et bienvenue sur hashtag J'adore lire. Aujourd'hui, je vais parler de ce roman qui s'intitule L'île de mes démons. C'est écrit par Saskia Noor, qui est un écrivain hollandais. En fait, c'est une femme, mais moi, j'aime pas dire écrivaine ou autrice, tout ça. Je trouve qu'auteur, ça va très bien, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je vais vous lire la 4e de page. Après une nouvelle dispute avec son mari, Sarah décide de tout quitter et d'abandonner son semblant de vie parfaite. Pour guérir et échapper aux médisances de son entourage, elle se réfugie pour une semaine de retraite sur l'île volcanique de Stromboli. Là-bas, elle est confrontée à ses démons intérieurs, son perfectionnisme, ses fuites en avant, les attentes insoutenables des autres et son secret le plus noir qui ne veut plus se taire. Au bord du gouffre, elle doit trouver sa voie pour se sauver d'elle-même. En fait, c'est l'histoire de Sarah et plus particulièrement, en fait, l'histoire de son divorce. Donc, au bout de 20 ans de mariage, elle décide de quitter son mari et elle part faire une retraite d'une semaine sur une île. Et au cours des différentes séances avec son groupe, en fait, elle se libère, elle laisse parler son cœur et dévoiler en fait le fait qu'elle a été violée quand elle était adolescente. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, elle avait au fond d'elle un mal-être qui faisait que toute sa vie, en fait, elle l'a vécu plus en supportant les gens qu'en s'impliquant vraiment dans sa vie. Et du coup, là, en fait, elle décide que il est temps qu'elle s'exprime, qu'elle parle, qu'elle dise ce que le fait d'avoir été violée lui a fait. Et donc, du coup, elle décide d'écrire sur ça. Parce qu'à la base, en fait, elle écrit des romans. Et elle fait aussi des chroniques où elle faisait, parce qu'elle a quitté son mari, elle faisait aussi des chroniques avec son mari où il parlait de leur vie de couple. Et là, en fait, elle avait jamais avoué à son entourage qu'elle avait été violée. Donc, du coup, elle a été violée à l'âge de 4 ans, 4 ans, n'importe quoi, excusez-moi, de 14 ans. Et du coup, en fait, là, elle en a 45 et elle décide qu'en fait, il est temps d'arrêter de se taire et de faire sortir toute cette angoisse, toute cette haine qu'elle a au fond d'elle, en fait. Et vu qu'en fait, elle divorce au bout de 20 ans de mariage et qu'elle a 2 enfants, en fait, elle a droit à tous les clichés qu'on sort aux gens, en fait, qui veulent divorcer, surtout si c'est une femme. Donc, et bon, oups, excusez-moi, il y a mon téléphone qui a glissé. Donc, du coup, j'étais en train de dire que, ouais, là, on a tous les clichés qu'on sort aux femmes, là, qui veulent divorcer. Mais j'aurais... ouais, attendez. Et je vais vous en lire quelques-uns. Donc... ah, ok. Donc, en fait, là, c'est son mari qui lui parle. En fait, il y a le mari qui lui fait... En fait, au début, en fait, ils décident de faire une pause. En fait, ils ne divorcent pas. Ils font une pause pour voir si ça peut repartir. Et là, il y a le mari qui dit... Mais toi, tu m'as tout ôté petit à petit. Ma carrière, ma liberté, le bistrot, mes couilles. Et maintenant, je devrais renoncer à la bière. Et pourquoi? Tu veux me parquer dans je ne sais quel appartement loin de mes enfants et me laisser pourrir jusqu'à ce que je t'ai sacrifié mon dernier petit plaisir pour que madame daigne un jour, si Dieu le veut, me permettre de revenir au foyer conjugal comme un chien castré. Donc, en fait, j'ai retenu ce passage parce que ça m'a fait penser à... Comment dirais-je, en fait, chaque fois je fais la dichotomie entre le Sénégal et la France au niveau des relations de couple. En fait, quand on est au Sénégal, souvent c'est toujours, bon, très souvent c'est la femme qui dit
mon mari a dit ça, mon mari a dit ceci, mon mari a dit qu'on fera ça, mon mari a dit qu'on fera ceci. C'est toujours ce discours-là qu'on entend des femmes mariées. Alors que ici en France, quand j'entends les gens mariés, c'est plutôt le mari qui dit ma femme a dit ça, ma femme a dit ça, ma femme a dit qu'on fera ça, ma femme a dit qu'on fera ça. Donc du coup, quand je tombais sur ce passage-là où cet homme trouve qu'en fait il y a sa femme qui le casse, donc ça m'a fait sourire et c'est pour ça que je voulais vous lire ce passage. Mais sinon, c'est plutôt les passages ouais, où c'est la femme qui parle. Non, c'est l'homme qui parle en fait. Il lui dit « Reste avec moi », murmure-t-il. « Vieillissons ensemble. Regardons grandir nos enfants ensemble. Soyons le couple qui survit à cette épreuve. » Donc ça aussi, j'avais trouvé ça tellement mignon. Parce qu'en fait, actuellement, c'est vrai que le divorce, c'est quelque chose de très banalisé. Je veux dire, il y a eu une époque où on ne pouvait pas divorcer parce que par exemple on se mariait à l'église et c'était pour la vie, on se mariait pour la vie, ou bien on se mariait et côté femme, je veux dire, on n'avait pas les ressources financières qui nous permettaient de nous libérer de notre mariage, donc on restait mariés à vie. Mais maintenant que les femmes travaillent, qu'elles ont des opportunités, ben, le divorce devient entre guillemets plus facile pour elles. Ben, et encore, c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est pas comme il y a 50 ans ou 70 ans en fait. Je pense que maintenant, on divorce plus facilement maintenant qu'il y a 50 ans ou 70 ans en arrière en fait. Et l'autre... Et là, c'est la femme qui parle. Pourquoi je suis incapable d'aimer à nouveau Karel, de rentrer à la maison, de l'enlacer, de dire que tout est arrangé, d'ignorer ma froideur et mon dégoût jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes un jour. Mes parents affirment que c'est possible. Tu crois que je n'ai jamais regretté mon mariage? Mais à présent, je suis tellement contente de m'être accrochée, de ne pas avoir baissé les bras dans les moments difficiles. Rien n'est facile, Sarah. Donc ça, c'est le discours que te sortent les mamans, en fait. Tu dis, je veux divorcer, et dessus on se dit, oh, tu sais, hein, aucun mariage n'est heureux, il faut faire des compromis, il faut il faut jusqu'à ce que tu imploses de haine, de douleur, de souffrance, mais en fait, il faut tenir la barque, quoi. Et l'autre passage... ça dit l'ego de Karel en a pris un sacré coup avec tes livres. En fait, elle est journaliste, elle écrit, elle fait une chronique avec son mari et le mari aussi, il est écrivain. Mais là, il se trouve que c'est la fille qui a le plus de succès que le mari. Donc, elle écrit des livres, ça se vend bien. Alors que le mari, il est toujours scotché sur un livre depuis plus d'un an en disant qu'il n'a pas d'inspiration, des trucs comme ça. Et il y a un moment, en fait, où il dit que la fille, en fait, elle écrit plus... comment on dirait ça, en fait? Qu'en fait, c'est une écriture, elle écrit des romans de gare, alors que lui, en fait, il écrit des romans avant-gardistes, des trucs comme ça. Juste pour dire, en fait, à quel point certains hommes, ils peuvent être, comment dire, aigris, jaloux du succès de leur femme, quoi. C'est affligeant. Donc, du coup, la fille, elle dit, donc je recommence le truc. L'ego de Karel a pris un sacré coup avec tes livres. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est plus important, ta famille ou ta carrière? Je soupire, ne t'énerve pas, je te comprends vraiment. Mais à long terme, moi aussi j'ai fait des sacrifices qui m'ont parfois rendu bien malheureuse. Et maintenant, nous prenons le petit déjeuner ensemble en observant les oiseaux. Nous nous aimons, nous avons survécu au mauvais moment. Je ne te dis pas que tu dois faire comme moi. Je dis juste que tu dois peser le pour et le contre. Garder toutes les options ouvertes. C'est une possibilité. Lui céder, lui permettre d'être l'homme. Quant aux enfants, ils sont aussi fragiles à cet âge.
tout le monde divorce de nos jours, comme si c'était la solution miracle. Donc là, c'est encore sa maman qui parle. Après, qu'est-ce que j'allais repérer d'autre? Là, c'est la femme qui parle. En fait, elle a quitté le... Parce qu'en fait, quand ils ont décidé de faire une pause, là, au départ, c'est le mari qui devait partir et le laisser dans la maison avec les deux enfants. Finalement, le mari lui a dit que du moment que c'était elle qui voulait qu'il divorce, que c'était à elle de partir. Et vu qu'ils n'étaient pas d'accord, la fille, en fait, elle en a eu marre à un moment et s'est dit que c'est bon, elle part, quoi. Donc, du coup, là, elle est partie. Mais bon, toujours dans le même village que son mari. En fait, ils habitent à quelques rues l'un de l'autre. Et là, en fait, c'est la femme qui s'exprime. Je veux mes enfants. Qui a eu l'idée d'exiger qu'ils passent la moitié du temps chez leur père après un divorce, alors qu'il n'a pour ainsi dire rien fait pour eux, ni avec eux durant le mariage. Je les ai portés, mis au monde, allaités, consolés, nourris, baignés. Je les ai conduits aux urgences, au foot, à la gym. Je les ai amenés et ramenés de partout. Je les ai accompagnés à l'école à vélo. J'ai préparé leur sandwich pour le déjeuner, organisé leurs anniversaires, préparé leurs valises. Je leur ai lu des histoires. J'ai rafraîchi leurs joues fiévreuses, étalé de la crème solaire sur leur petit corps en été. Ils font partie de moi, même s'ils sont désormais grands et en colère. Donc, en fait, là, c'est le fait de devoir... En fait, quand elle est partie, les enfants, ils étaient en colère. Donc, du coup, ils ont décidé de rester avec leur père. Et là, l'idée, c'est qu'ils aient une garde alternée. Et elle, en fait, elle voudrait avoir ses enfants à temps plein, en fait. Là, c'est encore sa mère qui s'adresse à elle. Tu sais, ma chérie, un jour tu comprendras qu'avoir quelqu'un qui t'aime, c'est déjà beaucoup. Il faut faire des concessions en amour. Arrêtez de se battre, de résister. Après ça, tout est facile. Tout va de soi, tu verras. On a dépassé ce stade avec Karel. J'embrasse sa joue toujours aussi douce. J'espère que tu trouveras quelqu'un. Je n'aime pas te savoir seul. Ne t'en fais pas, lui dis-je en souriant. En fait, là, c'est toujours le même discours qu'on a en fait. En amour, il faut faire des concessions. Mais pourquoi on doit faire des concessions en amour? Franchement, je veux dire, au boulot, on peut faire des concessions avec ses collègues de travail parce qu'on ne les a pas choisis. On a choisi son boulot, mais on n'a pas choisi ses collègues. Et donc, forcément, si nos collègues nous sortent par les yeux, là, on va faire des concessions pour les supporter parce qu'on a besoin de ce travail-là. Après, certains disent, bon, tu ne vas pas quitter ton boulot parce que tes collègues, tu ne supportes pas tes collègues. Tu quittes ton boulot parce que le boulot ne te convient plus, mais pas les collègues. Donc, du coup, et encore, il y en a qui quittent leur boulot parce qu'ils ne supportent pas leurs collègues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans le milieu professionnel, tu es obligé de faire des concessions avec tes collègues ou avec tes chefs. Tout ça, tu peux faire des concessions. Mais en amour, pourquoi on devrait faire des concessions en amour? Parce qu'en fait, du moment qu'on aime quelqu'un, on doit aimer ses qualités et aimer ses défauts. Voilà. Donc, pourquoi faire des concessions? T'es comme t'es, on t'aime comme t'es. Si la personne ne t'aime pas comme t'es, il trace son chemin et voilà tout. Franchement, je ne comprends pas. Donc, dit la femme qui est tout sauf mariée ou en couple. Bon, la suivante, ça dit quoi? Ah, là, en fait, à un moment, elle s'était dit qu'elle aurait... Là, c'est elle qui a quitté son mari. Mais en fait, à un moment, elle s'est dit qu'elle aurait préféré que ce soit le mari qui la quitte. Parce qu'en fait, comme elle explique, c'est la personne qui est... Les gens, en fait, ils s'intéressent qu'à la personne qui est quittée. Ils ne pensent jamais à la personne qui part, les raisons qui l'ont poussé à partir et surtout dans quel état d'âme est cette personne. Et donc, du coup, elle dit... On pense que la personne quittée est la seule à souffrir, à être triste,
que celle qui rompt va faire la fête, soulagée. Être quitté fait tellement peur qu'on en oublie combien c'est dur d'être à l'origine d'une rupture. La colère et la honte qui vous accablent, le chagrin d'amour qui vous déchire vous aussi. Votre monde qui s'est brisé lui aussi. Vous aussi, vous attendiez autre chose de la vie et bien souvent, vous n'aviez pas le choix. Personne ne sait combien de nuits d'insomnie et de jours de panique ont précédé votre prise de décision. On joue la comédie, on met de l'eau dans son vin, on redonne des chances à son partenaire, on vous considère comme quantité négligeable et cela semble aller de soi. Votre solitude, personne ne la remarque. Vous êtes seul, forcé d'agir. C'est vous qui ferez du mal aux enfants. C'est vous qui serez calomniés. Vous devez vous mettre au vert pendant un certain temps parce qu'on a peur que votre cas fasse tache d'huile. La personne délaissée s'adjuge le sentiment d'abandon, même si c'est celle qui a souvent été abandonnée en premier temps, bien avant. Donc, du coup, il y a ce passage-là. Donc, c'est pas parce qu'on part qu'on ne regrette pas, qu'on n'a pas de regrets, que c'est pas difficile, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Et là, c'est la maman qui parle. La maman, quand on l'entend, en fait, la maman, c'est une Hollandaise, là, mais quand elle parle, on dirait que c'est une Sénégalaise qui parle, quoi. C'est impressionnant. Chère Sarah, parfois, il faut leur passer le caprice aux hommes. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Au lit, ils ont leurs besoins. Si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils iront voir ailleurs. En général, c'est la fin du couple. Et nous, nos besoins. Fais en sorte que ton mari reste avec toi. Voilà ce dont tu as besoin, d'un mariage heureux. Donc, en fait, l'idée, c'est que une fois que tu te maries, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité, pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est bien beau, hein? Mais franchement, des fois, hein, le malheur, le pire, on ne peut pas le supporter. Franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? So, il y avait un autre passage, non? Ah si, là. Là. Et là, en fait, elle parle du fait que, je pense que ça, toutes les femmes pourront dire qu'on leur a déjà posé cette question. Surtout arrivé à un certain âge, là, on n'y coupe plus. C'est du genre. On demande souvent aux femmes si elles sont mères, si elles sont mariées. On vaut quoi en tant que femme lorsqu'on n'est ni l'un ni l'autre ou si on ne l'est plus? En fait, le truc, c'est ça. En fait, une femme, soit elle doit être mariée, soit elle doit être mère. Quand elle est mariée, on s'attend à ce qu'elle soit mère. Et même quand elle n'est pas mariée, on s'attend quand même à... Bon, ça, pour ça, ça dépend des sociétés. On s'attend quand même à ce qu'elle soit mère. En fait, d'où vient ce besoin, comment dirais-je, cette obligation de se marier, de faire des enfants? En fait, c'est comme si de vivre sa vie sans être mariée ou sans être mère pour une femme. En fait, c'est comme si il te manquait quelque chose, que tu n'es pas complète, que être femme passe forcément par le mariage, par la maternité, mais on peut être une femme épanouie, sans être mariée, sans être maman. Et quand on sort ça, on nous dit, ah ouais, c'est normal, hein, t'es célibataire, hein, ah ouais, c'est normal, hein, t'es incapable de garder un homme. Donc, du coup, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, en fait, c'est perdu d'avance. Faut entrer dans le moule, se marier, garder le mec, quel que soit alpha, et faire des enfants. Voilà la condition des femmes. Et vous qui me regardez, qu'en pensez-vous? Ah, purée, excusez-moi, j'allais arrêter la vidéo, mais en fait, je n'ai pas tout dit.
Parce qu'au début, j'ai parlé du viol là, et donc en fait, elle, ce qui lui a empêché d'être épanouie dans son mariage, d'être heureuse dans sa vie, c'est qu'en fait, elle avait ce poids, cette souffrance au fond d'elle. Et à la fin, elle le dit en fait que le fait d'en parler, ça a été libérateur pour elle. Et le problème, en fait, c'est ça, en fait. C'est surtout le rapport que les femmes, et le rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes, en fait. Ce rapport de force. Parce qu'à un moment, elle est allée faire un stage de, comment dirais-je, c'était un stage de, pas de bien-être, mais de, ouais, bien-être. En fait, c'était plus pour se recentrer sur elle. En fait, le stage, ça s'appelait From Fear to Love, en fait, de la peur vers l'amour. Et l'idée, c'était de se dégager, de se soulager de tout ce qui empêchait les gens, en fait, les participants à ce stage-là, d'aller de l'avant et de peut-être pas être heureux, mais au moins de réussir à vivre leur vie malgré les traumatismes qu'ils ont pu subir dans le passé. Et l'homme, la personne qui animait ce groupe-là, en fait, lui a dit qu'en fait, elle avait donné du pouvoir à son agresseur. Parce qu'en fait, toutes ces années-là, elle avait cette haine, cette colère, ce dégoût d'elle qu'elle ressentait, et ça l'a empêché de vivre sa vie pleinement, en fait. Et en faisant ça, en fait, elle avait donné le pouvoir à son agresseur, en fait, de contrôler sa vie. Et sur le coup, en fait, la fille, elle était vexée et choquée que le gars ait pu dire ça. Mais en fait, en y réfléchissant, je me dis qu'en fait, le gars, il n'a pas tort, hein. L'autre l'a violé, il a fait que c'est cet acte-là qu'il a fait, l'acte de le violer. Mais après, c'est elle, en acceptant sa position de victime, en acceptant de se taire, en acceptant de vivre dans la crainte, dans la douleur, dans la honte, c'est elle qui lui a donné ce pouvoir-là sur elle. Et en fait, c'était le travail qu'elle devait faire, en fait, c'était de s'affranchir de tout cela, là, en fait, pour pouvoir retrouver sa vie. Et pour y arriver, en fait, elle décide d'écrire et de parler de son histoire, de son viol. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, quand on subit des injustices, que ce soit physiques, morales, sexuelles, quelles que soient les injustices, en fait, faut pas les garder pour soi et ou se dire qu'on les a méritées ou que c'est nous qui nous sommes mis dans une situation où c'est arrivé, des trucs comme ça. Ben non, on n'est pas responsable du mauvais comportement des autres. Mais si jamais il nous arrive quelque chose comme ça, on se doit de ne pas courber la tête, en fait, de crier haut et fort cette injustice et de se battre pour le corriger ou le faire savoir. Après, maintenant, quand on est assis confortablement sur sa chaise et tout, devant sa caméra, c'est facile de donner des conseils comme ça. C'est facile de dire, ouais, moi, si c'était moi, je ferais ceci, je ferais cela. Alors que, franchement, on ne peut pas savoir ce qu'une personne vit réellement, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et je voulais partager ça avec vous. Donc, si vous avez des idées sur ce que je viens de dire, sur comment gérer des situations, comment dirais-je, explosives ou des situations où on est touché au plus profond de soi-même, comment gérer ça? Si vous avez des idées sur ça, mettez-le en commentaire. Après, pour ceux qui ont déjà vécu des divorces, pour ceux qui pensent à divorcer, pour ceux qui sont heureux en mariage, pour tous ceux qui sont heureux en étant célibataire, pour ceux qui sont heureux en étant mère, pour ceux qui sont heureux en n'étant pas mère,
toutes ces personnes-là, en fait, je vous invite à mettre un commentaire et à dire ce que vous en pensez de toutes ces faits de société qui régissent notre vie au quotidien. Et je vous conseille de lire L'île de mes démons, qui est quand même un très beau livre de Saskia Nord. Merci et à bientôt sur #j'adore lire. Bisous, bye.